Bienvenue dans cette vidéo où nous allons nous intéresser aux ressources minières nécessaires à la transition écologique. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de participer au quiz qui suivra la vidéo pour tenter de gagner mon livre Vers une finance durable aux éditions Arnaud Franel. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Nous verrons d'abord la demande en ressources minières pour la transition écologique, puis nous passerons à l'offre mondiale en ressources minières, avant d'aborder l'empreinte environnementale et sociale des ressources minières. Commençons par la demande. La transition énergétique vise à réduire nos émissions carbone, mais elle nécessite plus de métaux et minéraux, ce qui se traduit par un report de pollution. Dans le secteur de la production électrique, une éolienne nécessite 10 tonnes de métaux non ferreux par mégawatt de puissance, et même 15 tonnes pour l'éolien en mer. C'est 10 à 15 fois plus qu'une centrale à gaz, 5 fois plus qu'une centrale à charbon et 2 fois plus qu'une centrale nucléaire. Quant au photovoltaïque, la quantité de minéraux par mégawatt de puissance est intermédiaire entre le nucléaire et l'éolien. Les minéraux utilisés sont différents selon la source d'énergie, mais toutes ont en commun l'utilisation de cuivre pour les bobines des alternateurs et pour transporter l'électricité. Dans le secteur automobile, une voiture électrique contient environ 200 kg de métaux non ferreux, soit 6 fois plus qu'une voiture thermique. Au-delà des exemples que l'on vient de citer, quelle est la demande globale pour les minéraux nécessaires à la transition énergétique, notamment le cuivre, le graphite, le nickel, le cobalt, le lithium et les terres rares? Dans un scénario net zéro à horizon 2050, la demande mondiale en volume devrait augmenter fortement pour ces 6 familles de métaux, passant de 34 millions de tonnes en 2023 à 53 millions de tonnes en 2030, puis 65 millions de tonnes en 2040, soit une progression de 4% par an en moyenne. La demande mondiale en valeur devrait progresser fortement, passant de 325 milliards de dollars en 2023 à 580 milliards de dollars en 2030, puis 769 milliards de dollars en 2040, soit une progression de 5% par an en moyenne. Cette croissance est essentiellement due aux énergies renouvelables, dont la part augmente en passant de 25% à 55% de la demande entre 2023 et 2040. En 2023, le cuivre représente les 2 tiers de la demande en valeur, suivi du nickel et du lithium. Les terres rares, le graphite et le cobalt représentent environ chacun 2% de la demande totale en valeur. À horizon 2040, le cuivre continue de représenter la part la plus importante de la demande en valeur, 43%. La proportion de lithium progresse très fortement et passe à 30%, tandis que le nickel reste à peu près constant à 19%, tout comme les terres rares et le cobalt à environ 2% chacun. La part du graphite fait plus que doubler et passe à 5% de la demande totale en valeur. L'Agence internationale de l'énergie anticipe que d'ici 2035, les capacités de production seront suffisantes pour les terres rares. Concernant le nickel, le cobalt et le graphite, la production pourrait couvrir 85 à 90% de la demande, malgré l'ouverture de nouvelles mines et le développement du recyclage. Les 2 métaux les plus problématiques sont le lithium et le cuivre. Les capacités de production ne couvriraient respectivement qu'entre 61 et 70% des besoins. Ces inquiétudes sont corroborées par l'Institut français du pétrole et des énergies renouvelables. Je cite: alors que la littérature économique s'était jusqu'ici davantage préoccupée du lithium ou des terres rares, le modèle de l'IFPEN met en évidence que le cuivre pourrait être le métal le plus contraint dans la dynamique de transition énergétique. Près de 90% des ressources en cuivre connues aujourd'hui seraient extraites d'ici 2050 dans un scénario 2°C. En conséquence, le prix du cuivre a été multiplié par 6 depuis l'an 2000, soit une progression annuelle moyenne de 7% par an. De plus, le cours du cuivre est soumis à une forte volatilité. Par exemple, la tonne de cuivre a vu son prix doubler en sortie de crise sanitaire du fait d'un décalage entre la hausse rapide de la demande industrielle
et de la reprise beaucoup plus progressive de la production. Le cours du cuivre a également progressé rapidement de plus 25% en quelques mois au début de l'année 2024, du fait d'une décision de la Chine de réduire le niveau de leurs exportations. Puis le cours a augmenté de plus 30% sur le dernier mois de l'année 2025, du fait d'importateurs américains qui ont fait des stocks par crainte du relèvement des droits de douane. Des perturbations au niveau de la production, avec des incidents graves dans certaines mines de cuivre, expliquent également une partie de la hausse des cours. Pour se prémunir d'une hausse brutale des cours, les acheteurs de cuivre peuvent utiliser des produits financiers appelés contrats futurs ou contrats à terme, qui sont disponibles par exemple sur la place de marché londonienne, le LME, London Mercantile Exchange. Ces produits financiers permettent à un acheteur de cuivre de fixer d'ores et déjà son prix d'achat à un horizon de temps donné, par exemple 3 ans. Mais ces techniques financières ne peuvent compenser d'importants dysfonctionnements du marché mondial des métaux et minéraux. Passons à l'offre mondiale en ressources minières. La chaîne de valeur des métaux et minéraux comporte de nombreux goulots d'étranglement, à commencer par des investissements élevés nécessaires aux étapes d'exploration et de construction des sites miniers, mais aussi de l'augmentation des coûts d'exploitation des mines à mesure que les gisements s'épuisent. L'étape de raffinage est devenue la plus critique pour certains métaux et minéraux qui sont raffinés quasiment exclusivement en Chine. L'étape de distribution est également problématique du fait de restrictions à l'exportation décidées par certains États. Enfin, l'étape de recyclage permet très imparfaitement de récupérer une partie des métaux et minéraux, soit parce que ceux-ci sont immobilisés dans des infrastructures à durée de vie longue, soit parce qu'ils sont incorporés parmi un grand nombre d'autres matériaux dans des biens de consommation à durée de vie courte. Illustrons avec quelques chiffres. Les phases amont d'exploration, d'études de faisabilité, de permis de construire et construction représentent des investissements de l'ordre de 1 200 milliards de dollars par an à l'échelle mondiale à fin 2020 selon le BRGM. L'Europe investit 74 milliards de dollars par an et l'Amérique du Nord 270 milliards de dollars. Ainsi, le secteur minier est capitalistique. Les investissements nécessaires aux phases amont et la rareté des sites rentables constituent des barrières à l'entrée. Les barrières à l'entrée limitent le nombre d'acteurs économiques viables. La concentration des marchés se mesure typiquement en calculant l'indice d'Herfindahl-Hirschman, HHI, qui est la somme des carrés des parts de marché des différents acteurs du marché. Les parts de marché sont exprimées en pourcentage multiplié par 100, si bien que l'indice HHI est compris entre 0 et 10 000. Un indice compris entre 1500 et 2500 correspond à un marché modérément concentré, avec typiquement 4 à 6 acteurs en concurrence, tandis qu'une valeur supérieure à 2500 reflète un marché fortement concentré, avec 1 à 3 acteurs concurrents seulement. Ainsi, les marchés du cobalt et du lithium apparaissent fortement concentrés, avec un indice d'environ 5000 et 3500 respectivement. Les marchés du nickel et du cuivre apparaissent peu concentrés à ce jour, avec un indice inférieur à 1500, à des niveaux relativement proches de ceux du marché du pétrole. Passons aux aspects géopolitiques de l'étape de distribution. Les restrictions à l'exportation décidées par certains États visent à favoriser la consommation intérieure par les industries nationales. Conséquence d'une offre qui diminue, les cours mondiaux augmentent, ce qui incite les autres pays producteurs à réduire à leur tour leurs exportations, ce qui entraîne les marchés dans une spirale d'augmentation des prix. L'OCDE explique que les pays qui imposent des restrictions aux exportations de matières premières pourraient compromettre la réalisation des objectifs fixés en matière de neutralité carbone. Or, les restrictions à l'exportation de matières premières critiques ont quintuplé depuis 2009. Entre 2021 et 2023, 14% du commerce mondial de matières premières industrielles a été confronté à au moins une restriction à l'exportation. L'impact a été particulièrement prononcé pour le cobalt et les terres rares, avec respectivement les 2 tiers et la moitié de leurs échanges affectés.
Il existe plusieurs palliatifs aux défaillances de marché évoquées précédemment. Au niveau des entreprises consommatrices de matières premières, une solution possible est l'intégration verticale avec un producteur de métaux, soit par une opération de fusion-acquisition, soit via des partenariats. L'intégration verticale sécurise l'accès aux ressources minières et préserve les marges lors d'épisodes de hausse des prix des métaux. Par exemple, Tesla a annoncé en 2020 avoir acquis les droits d'exploitation d'une mine de lithium aux États-Unis, puis a annoncé en 2023 un projet d'investissement d'1 milliard de dollars dans une usine de raffinage du lithium et a breveté un procédé d'extraction de lithium à partir d'argile. Cette stratégie vise à réduire le prix d'approvisionnement en lithium de 33%. Un deuxième palliatif consiste à diversifier ses fournisseurs pour ne pas dépendre d'un seul pays. La Commission européenne publie tous les 3 ans une étude sur l'origine des métaux critiques importés par l'Union européenne. Les chiffres montrent que l'Union européenne ne diversifie pas assez ses importations lorsque l'offre existe et que la dépendance à certains pays est extrêmement élevée dans l'état actuel des choses. Par exemple, en 2023, 79% des importations européennes de lithium provenaient du Chili, alors que celui-ci ne représentait environ que 28% de la production mondiale. Un troisième palliatif est d'utiliser davantage les ressources minières disponibles localement. C'est l'un des objectifs que s'est fixé l'Union européenne à horizon 2030 dans le cadre de la réglementation sur les minéraux critiques et stratégiques adoptée en 2024. Plus précisément, l'extraction dans l'Union européenne doit permettre de couvrir au moins 10% de la consommation annuelle. Les autres axes visent à ce que le raffinage dans l'Union européenne couvre au moins 40% de la consommation annuelle, que le recyclage effectué dans l'Union européenne couvre au moins 15% de la consommation annuelle, et enfin que les importations ne proviennent pas à plus de 65% d'un seul pays tiers. L'axe stratégique consistant à exploiter de nouveaux gisements et minéraux a commencé à être mis en œuvre. Concernant le lithium, certains massifs montagneux en Europe contiennent des gisements comme le Massif central, la Corse, les Alpes autrichiennes et d'autres massifs en Espagne et dans les Balkans par exemple. Ainsi, l'entreprise minière française Imerys va exploiter un gisement de lithium sous un site existant dans l'Allier, qui exploitait jusqu'ici du kaolin utilisé pour la fabrication de céramique et de porcelaine. Il s'agit du projet Emily, qui produira à partir de 2028 du lithium pour l'équivalent de 700 000 véhicules électriques par an. Autre exemple, l'entreprise Rio Tinto va exploiter un gisement de lithium en Serbie et a obtenu une licence d'exploitation en juillet 2024 dans le cadre d'un partenariat avec l'Union européenne. Passons à l'empreinte environnementale et sociale des ressources minières. Considérons d'abord l'empreinte carbone liée aux étapes d'extraction et de raffinage des métaux et minéraux. Sur les principaux métaux et minéraux, les terres rares ont l'impact unitaire le plus important. La production d'une tonne de terres rares peut émettre jusqu'à 30 tonnes de CO2. Le cuivre est le métal le moins émetteur de CO2, notamment dans le cas de certaines mines en Suède qui sont alimentées en électricité hydroélectrique avec une empreinte d'environ 4 tonnes de CO2 par tonne de cuivre produite. Le cobalt, le lithium, le graphite et le nickel sont dans des situations intermédiaires avec de fortes disparités selon les sites miniers. Malgré cet impact environnemental important, les énergies renouvelables affichent un bilan carbone qui reste largement favorable en comparaison avec les énergies fossiles. En effet, l'empreinte carbone des énergies renouvelables en cumulé sur la période 2018-2050 est 10 fois inférieure à celle du charbon et 6 fois inférieure à celle du gaz, selon la Banque mondiale, dans un scénario où le réchauffement est contenu à 2 degrés Celsius. Passons à l'impact sur l'eau. L'utilisation d'eau est indispensable au procédé de séparation du minerai pour extraire les métaux. Les quantités d'eau nécessaires par tonne de métal varient grandement selon le métal considéré, mais aussi selon le gisement d'origine, le niveau de pureté recherché et la méthode de séparation employée. La consommation d'eau est particulièrement élevée pour la production de terres rares. Cela vient du fait
que les terres rares sont extrêmement mélangées dans les gisements et que de grandes quantités d'eau sont nécessaires pour atteindre des niveaux de pureté élevés. Pour chaque kilogramme de terres rares, entre 4 et 30 mètres cubes d'eau sont nécessaires. Les quantités d'eau sont très importantes également pour le lithium, jusque 2 mètres cubes par kilogramme, et le nickel, environ 1,7 mètre cube par kilogramme. Pour les autres métaux, les quantités d'eau nécessaires sont moindres, par exemple 270 litres d'eau par kilogramme de cuivre, mais cela reste très problématique dans la mesure où 40% des mines de cuivre se situent dans des zones arides et que la consommation d'eau pour les sites miniers entre en concurrence avec l'utilisation pour l'agriculture et les populations locales. Environ le tiers des mines de lithium se situent également dans des zones très arides. Pour minimiser l'impact environnemental de ces métaux, un premier axe consiste à les recycler davantage. Après les étapes de collecte et de tri, les procédés industriels utilisés pour le recyclage sont similaires à ceux utilisés dans l'industrie des mines: broyage, séparation, purification. Selon le CGDD, certains métaux, comme l'argent et les platinoïdes, sont plus concentrés dans les déchets que dans les gisements miniers, ce qui rend leur recyclage d'autant plus attractif. Pour les autres métaux et notamment les terres rares, des aides publiques pourraient s'avérer nécessaires pour développer davantage le recyclage. L'Agence internationale de l'énergie estime que le recyclage va se développer et pourrait couvrir entre 10 et 30% de la consommation pour le nickel, cuivre et cobalt, et un peu plus de 45% pour l'aluminium dans le scénario net zéro. Le recyclage n'éliminera donc pas le besoin d'investir dans de nouvelles exploitations minières, mais il pourrait réduire les investissements nécessaires. La recherche et développement devrait contribuer à réduire le besoin en métaux et minéraux. Dans les éoliennes en mer, la quantité de terres rares pourrait diminuer de 85%, voire totalement, grâce à l'utilisation de matériaux de substitution à base de ferrite. Pour les batteries de voitures électriques, les progrès technologiques devraient permettre de réduire la taille des batteries et la quantité de métaux embarqués d'environ 10%. Des technologies alternatives à base de phosphate ou de sodium pourraient également permettre une réduction nette d'environ 10% de la quantité de métaux nécessaires, soit une réduction de 20% en tout. Par ailleurs, la production de lithium devrait réduire son impact environnemental grâce à de nouvelles techniques d'extraction sur des sites riches en argile. Mais même si la promesse technologique était tenue, la réduction de la demande en métaux apparaît encore insuffisante. Le défi de la transition écologique ne peut être relevé uniquement avec le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Selon le labo de l'économie sociale et solidaire, la sobriété est un levier majeur. C'est un enjeu à la fois politique, culturel, voire de civilisation. En conclusion, la transition énergétique nécessite la consommation de nombreux métaux. Les réserves mondiales sont préoccupantes pour certains types de métaux. Il est très fréquent que le marché d'un métal donné soit concentré sur un nombre limité d'acteurs et aussi géographiquement sur quelques pays. Cela induit des risques d'approvisionnement à des conditions économiques potentiellement insoutenables. Les marchés financiers des matières premières et des commodités offrent des mécanismes de transparence et de couverture des prix, mais ces mécanismes ont une efficacité limitée et ne peuvent compenser de potentiels déséquilibres de marché, c'est-à-dire des abus de position dominante. La réglementation européenne vise à rétablir un approvisionnement plus pérenne. Sur la plupart des sites, l'extraction de ressources minières est de plus en plus énergivore et polluante à mesure que la teneur en métaux des gisements diminue. On soulignera pour terminer l'importance du recyclage, de la recherche et développement, mais aussi, voire surtout, de la sobriété des usages.